Donc, notre présentation va toucher un peu sur les différentes étapes qu'on a faites dans notre projet. Donc, un peu sur le centre Lethbridge, Leighton Mackay, où est-ce que nous travaillons et où est-ce que le projet a été établi. Les étapes suivies dans la phase préliminaire, l'analyse de notre collecte de données, le plan d'action et aussi l'implantation des projets et la conclusion aussi et les prochaines étapes. Donc, le contexte. Le contexte, c'est vraiment, en général, on sait tous qu'il y a des lacunes, il y a des écarts dans les services de soutien aux personnes proches aidantes dans le système. Il y a plusieurs années où il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et on essaie de répondre à ces besoins des personnes proches aidantes, mais on constate qu'il y a des écarts. Donc, dans l'année 2019, avec les fonds spéciaux alloués par le ministère de Santé et Services sociaux, la direction de réadaptation des services multidisciplinaires au CIUS Centre-Ouest, précisément à la Centre Lethbridge, ont reconnu le besoin prioritaire de développer une offre de services pour les personnes proches aidantes qui prennent soin d'un adulte vivant avec une déficience physique. Donc, le projet visait à développer et offrir une programmation pour les personnes proches aidantes et donc, avec multiples types de conditions. Je vais passer la parole maintenant à Jamie qui va parler un peu sur notre lieu de travail sur le centre Lethbridge. Oui, merci. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, on va parler un peu du centre très rapidement. Donc, le centre Constance Lethbridge, c'est le centre Lethbridge Leighton Mackay, mais nous autres, on travaille sur le site Constance Lethbridge qui travaille majoritairement avec une clientèle ayant une déficience physique. Donc, au centre Lethbridge, ils sont en mesure de recevoir les bases externes ou à domicile. Il y a un programme à domicile et les travails en chaise roulante peuvent aussi se faire à domicile et ils sont engagés à participer activement dans leur processus de réadaptation. Leur mission, c'est de travailler avec les clients pour maximiser leur autonomie et leur participation à la vie communautaire par le biais de services spécialisés et ultra spécialisés en réadaptation et aussi de soutenir leur famille pendant tout le processus. Il y a plusieurs programmes ici au centre. Je vous les nommerai pas toutes, mais ils sont à l'écran. Donc, c'est juste un site vraiment magnifique pour travailler parce qu'il y a tellement une richesse de population et de cliniciens qui ont des expériences très, très variées. Le territoire, le centre dessert principalement le CIUS Centre-Ouest, dont le turquoise, et le CIUS Ouest de l'île, qui est tout l'ouest de l'île jusqu'à la fin dans l'ouest. Aussi, également, s'il y a un client qui se retrouve dans un autre CIUS, mais qui veut avoir des services spécialisés en anglais, des fois, ils sont référés à notre centre aussi, tant qu'ils peuvent se déplacer vers nous. Aussi, notre service d'aide technique, qui sont les chaises roulantes, etc., ils font l'île de Montréal en entier, mais ils vont aussi dans le Grand Nord. Donc, on dessert une grande partie du territoire, en fait. Nous avons aussi 2 sites. On a le site NDG où moi-même, je me situe aujourd'hui, qui est juste à côté du Collège Loyola. Puis, il y a aussi le centre point de service ouest de l'île qui se retrouve à Kirkland, qui aide à desservir un peu plus la clientèle qui se retrouve dans la pointe de l'ouest. Pour vous donner vite un peu le profil de nos usagers, donc ça, c'est des petites statistiques qu'on a trouvées vraiment intéressantes quand on a commencé à développer nos projets. Ça a aidé à informer vers où on allait se diriger. On peut voir la répartition de l'âge des usagers, que plus de 60% des usagers sont entre les âges de 18 et 64 ans. Donc, on estime que il y a des proches qui sont des conjoints qui travaillent, qui ont des jeunes familles, qui ont des enfants qui travaillent de jour, s'ils sont plus âgés, ou même encore des parents qui travaillent. Donc, ça, c'était vraiment important pour nous autres à noter. C'est important à noter aussi que nous avons aussi une répartition presque égale entre le français et l'anglais dans le centre, et ça, c'est même dans notre CIUS au complet aussi, c'est très bilingue. Donc, c'est important d'offrir des services dans la langue préférentielle du client, de la famille. Ensuite, ça, c'est un peu la répartition. Le dernier graphique, c'est un peu la répartition entre les programmes. Donc,
vous n'avez pas besoin de savoir spécifiquement, mais c'est juste pour démontrer qu'on a une clientèle très, très variée, qui ont des besoins très, très variés, des besoins très variés. Donc, c'était comme quand même un grand challenge d'essayer. On ne pourrait pas juste choisir un projet pour se faire à une population parce que le seul projet allait peut-être juste adresser les besoins d'une peut-être 15% des gens qu'on avait dans notre programme. Donc, il fallait quand même penser un peu plus large pour les besoins des proches aidants de façon plus large, autre que juste en regarder sur des maladies plus spécifiques. Donc ensuite, moi et Zelda, on a commencé à travailler ensemble. J'ai commencé ce projet-là en septembre 2020. Zelda a débuté avec moi en février 2021. Donc, une fois l'équipe était complétée, on a fait un peu le tour des équipes dans le centre. On a été rencontrer tous les cordeaux, on a fait des présentations aux équipes pour leur expliquer qui on était, qu'on s'enlignait pour faire quoi. Donc, de s'attendre à avoir des courriels de nous, d'avoir des nouvelles de nous de leur CAP. On a aussi été au Richardson, parler avec le centre hospitalier Richardson, qui est un centre de réadaptation à l'interne. On a parlé avec d'autres gestionnaires aussi, juste pour que tout le monde sache que le projet avait été mis sur pied, puis qu'on débutait un peu nos démarches. Donc, ça, c'est une moitié de graphique que Emmanuel Turcotte avait fait pour un poster que nous avions fait ensemble. Donc, je vais l'utiliser un peu le graphique juste pour vous situer un peu dans la présentation. Puis, le début, on va un peu parler des démarches qu'on a faites pour ensuite arriver aux activités que nous avons mises sur pied. Donc, en premier lieu, comme tout, on avait quand même une collecte de données de littérature quand même importante. La recherche n'était pas facile, étant donné qu'on le faisait plus sur, comme clinicien. On ne faisait pas avec une équipe de recherche en tant que telle, mais c'était quand même très efficace. Une des premières données ou recherches qu'on avait faites, c'est sur d'autres programmes d'éducation qui se retrouvaient un peu dans le monde en entier. Puis, il y en avait quand même plusieurs, des programmes d'éducation basés à l'hôpital, des groupes d'éducation, des feuillets, des pamphlets, des programmes d'éducation, de support, des interventions au moment de transition. Il y avait quand même des projets hyper pertinents pour nous à aller tirer de l'information. Aussi, on avait regardé les besoins des proches aidants en général, puis ça, il y en avait beaucoup. On essayait de garder beaucoup de notre recherche sur les besoins spécifiques des personnes avec des déficiences physiques. Donc, on parle d'AVC, on parle de sclérose en plaques, on parle de Parkinson's, de SLA, de d'autres conditions chroniques qui vont amener des déficiences physiques. On a fait une exclusion d'enfants, puis en bas de 18 ans, on a fait l'exclusion de cancer, de palliatif, de démence et d'Alzheimer's pour les programmes. Ensuite, on a fait aussi un mini-scan environnemental parce que j'avoue qu'il n'y avait pas quand même grand-chose, mais les choses qu'on avait trouvées étaient quand même vraiment importantes et pertinentes. Donc, on a regardé les meilleures pratiques aussi, comme le groupe d'AVC au Canada ont des meilleures pratiques de publier, fait qu'on a regardé dans les meilleures pratiques de différentes maladies. Aussi, il y avait la publication récente d'Isabelle Van Pavenage et Marco Rice qui était vraiment importante. Il y a aussi de l'addition des connaissances riches du domaine d'expertise en proche aidance du CREGES en 2021 avec l'arrivée de Zelda qui a amené une expertise inestimable au projet. Il y avait aussi 2 scans ou surveys communautaires qui s'étaient faits dans la communauté à NDG ici, une population que le CIUS dessert. Il y en avait une en 2020 qui était très intéressante parce que c'était quand même récent dans le temps quand j'ai commencé en 2020. Il y avait aussi une évaluation des besoins en 2016 sur le territoire qui était quand même pertinente aussi à regarder. Donc, on a aussi regardé des autres données en lien avec la population qui déclare une déficience physique. Donc, on a regardé des stat scans sur cette population-là et qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est qu'il y a une population qui a des handicaps sévères et très, très sévères ou très graves, on peut penser qu'il y a des personnes proches aidants qui les aident.
Donc, si on regarde un peu les stats, on peut voir qu'il y a presque 50% des personnes qui déclarent un handicap grave ou très grave. Donc, on peut penser qu'il y a un grand besoin des proches aidants dans cette population-là. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas beaucoup, comme vous savez, les personnes qui intéressent à des statistiques en lien avec les personnes proches aidants. On n'a malheureusement pas beaucoup de statistiques sur cette population. On a des statistiques récentes de la Statistique Canada de 2018 et aussi on a des statistiques qui nous amènent à dire que il y a 25% de la population qui sont des proches aidants, 1 sur 4, et ça peut commencer à l'âge de 15 ans. Donc, on veut comme vraiment cerner ou discerner c'est qui la population qu'on veut toucher comme personne proche aidant. Et ces types de données nous a aidé à vraiment mettre un focus sur la clientèle qu'on veut desservir avec notre projet. L'autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a regardé les données qu'on a et il y a beaucoup de données qui étaient faites durant plusieurs années sur les personnes proches aidants et on voit que le besoin des proches aidants a été comme à peu près regroupé dans 4 domaines. Donc, on a pensé qu'on doit considérer ces besoins généraux des proches. Et ces besoins généraux sont dans le domaine de l'information et éducation, que les proches aidants ont besoin des informations et éducation sur la maladie, sur toutes sortes d'autres choses. Le besoin des personnes proches aidants sur l'accès aux ressources, ça c'est quelque chose qui revient souvent, que les proches aidants ne centrent pas ils n'ont pas accès à les ressources qu'ils ont besoin. Et aussi, le manque de soutien psychosocial, le besoin réel des personnes proches aidantes pour ce type de soutien. Et aussi le développement des compétences des proches aidants et des formations pour ce développement-là des personnes proches aidantes. Donc, on a aussi mis ça dans le pot qu'on a des informations pour nous aider à vraiment spécifier qu'est-ce que sont les besoins de cette population. Donc, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la collecte de données avec les intervenants. Donc, notre approche, ça a été un peu l'approche sur les données evidence-informed practice, comme on dit en anglais. On a suivi un peu cette structure-là de regarder comment on peut faire notre collecte de données, mais aussi d'analyser le besoin et par après développer les pratiques qui sont vraiment basées sur le collecte. Et la collecte de données a été faite avec la recherche, les groupes des intervenants, les cliniciens, mais aussi avec les personnes proches aidants eux-mêmes pour vraiment informer le projet. Donc, une des étapes qu'on a faites, c'est des focus groups avec des intervenants. Les intervenants ont été vraiment engagés et ils ont participé, 17 cliniciens ont participé à 3 différents groupes pour nous aider de réfléchir sur leur expérience avec les personnes proches aidantes, mais aussi leur réflexion sur c'est quoi, comment on peut répondre mieux à ces besoins-là. Donc, une des quotes qu'on avait dans cette groupe-là, c'était que for caregivers, it's the little things. Et qu'est-ce que ça dit à nous? Qu'est-ce que ça dit non à nous? C'était que les intervenants
et apprécier que les personnes proches aidantes ont beaucoup de détails, beaucoup de coordination à faire dans les situations des personnes qui vivent avec une déficience physique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ils ont mis en lumière pour nous autres et ça a vraiment nous guidé dans nos réflexions aussi. Donc, après les focus groups avec les intervenants, on a fait des focus groups avec les personnes proches aidantes. Donc, on avait évidemment élaboré un guide pour pouvoir leur poser des questions. Ensuite, on avait fait 2 focus groups et une entrevue individuelle avec 6 personnes proches aidantes au total, avec une démographie quand même très variable. Donc, on savait qu'on rejoignait un peu les gens qu'on avait besoin de rejoindre. Ils ont duré à peu près 60 minutes, puis il y en a virtuel, en personne, on a fait un petit hybride, surtout parce qu'on était des petits groupes, là. Donc, une des quotes qui était vraiment quelque chose à laquelle Ezada et nous autres, on revient vraiment souvent, c'est ce très gentil monsieur-là nous avait dit « We don't know what we don't know. It's frustrating to find out later that something could have been put in place earlier, but wasn't because nobody told us. » Donc, ce monsieur-là, ben, en fait, il prenait soin de sa sœur qui avait fait un AVC, puis après, une fois qu'ils sont admis en réadaptation, peut-être 6 mois après son AVC, ils ont appris plein de petits trucs, puis d'astuces, puis de choses que, avoir su, ben, ils l'auraient mis en place dès le début. C'est juste que, ils savent pas, puis ils savent pas quoi demander parce que you don't know what you don't know. Ça s'en revient. C'était quelque chose à laquelle moi et Zada, on revient souvent quand on essaie de planifier des choses pour les prochains temps. C'était très vraiment fructueux comme focus group. Puis on a eu beaucoup de bonnes informations de eux. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disaient que c'était pas juste un besoin pour la prochaine aidante, mais plutôt pour la famille, surtout des jeunes familles, parce qu'il y a des enfants qui sont peut-être laissés hors de l'image de la réadaptation, donc c'est important de les inclure. Le continuum, des fois, il y a un manque d'informations tout au long du continuum. On reçoit notre congé, mais on ne sait pas c'est quand l'hôpital de réadaptation va nous appeler. On ne sait pas c'est quand qu'on va être admis dans notre programme. Fait que ça les laisse un peu dans le noir. Beaucoup de choses sur la communication, là, évidemment. On a eu 2 personnes, je pense, pendant qu'on faisait nos focus groups, ils nous sont venus après, puis ils nous ont dit, ben, je me reconnaissais pas comme proche aidant jusqu'à temps que je suis venue dans votre focus group, puis j'ai vu la définition d'un proche, puis j'ai su que j'étais proche. Fait que juste, je pense qu'on en a large, ça nous a montré qu'on en avait un bon bout à faire juste sur la reconnaissance de ces personnes-là pour qu'ils reconnaissent leur rôle dans la situation où ils se retrouvent. Donc ça, c'était un peu nos grands thèmes de nos focus group avec nos proches aidants. Ensuite, ça va. T'es sur mute. C'est moi. Ça arrive souvent. On a regardé un peu notre partenaire, donc les partenaires communautaires, les partenaires locaux, mais aussi plus large que ça aussi, les partenaires nationaux, canadiens, internationaux. On a fait un survol de plein de différents ressources. On a regardé les groupes Facebook de personnes qui vivent avec un AVC, des groupes pour les personnes proches aidantes. Aussi, on a touché sur quelques experts sur comment élaborer des services pour les personnes proches aidantes. Donc, par exemple, Alzheimer's Group, on a parlé avec eux pour mieux comprendre comment mettre en place des différents services. On a consulté avec des experts, on a parlé et regardé des sites web de la Société des SLA du Québec, Société canadienne de sclérose en plaques, etc. On a regardé tout ça, des sites web, pas seulement des sites web pour les personnes proches aidantes directement, mais aussi les sites web qui concernent les maladies et les conditions variées qui envoient dans notre centre de réadaptation. Et aussi, on a consulté avec le centre de recherche, le CRIR, qui était aussi avait une personne contact
une coordonnatrice qui était installée à la centre Lethbridge et on a consulté cette personne aussi. Donc, c'est juste pour vous donner un peu une survol, vraiment regarder, parce qu'encore, juste pour répéter, on veut vraiment offrir un service ou des services qui vraiment parlent à les personnes proches aidantes de cette clientèle-là, qui est plus spécifiée. Donc, on cherche cette spécificité. Donc, comme Jamie a dit, en suivre un peu le cours de notre collecte et notre processus. Et on arrive maintenant avec toutes ces collectes de différentes données, de différentes personnes, recherches, etc., à notre analyse. Et on a commencé à mettre tout ça ensemble. Ça a été vraiment un travail pour de mettre de différents documentation, différents commentaires, tout ensemble pour arriver à quelque chose plus concentré, plus spécifique. Et on a fait ça avec un grand mapping. Ça, c'est un exemple de notre mapping. On a pris toutes les informations et on a mis tout ça ensemble pour arriver à notre offre de service potentielle. Prochaine, merci. Donc, après ça, on a regardé tous les thèmes, tous les constats, tous les commentaires et on a arrivé à faire un peu de brainstorming autour de comment on peut transformer ça dans une offre de service. Donc, on a fait un brainstorming sur les potentiels de différents types de services qui peuvent adresser les constats qu'on avait selon les différents moyens. On a regardé aussi les mesures spécifiques en déficience physique dans la plan d'action du MSSS pour voir est-ce que, et pour nous assurer qu'on était en lien, aligné, excusez-moi, sur cette mesure-là. Et on a trouvé 2 mesures qui touchent sur notre clientèle. Et donc, on a regardé ça pour assurer qu'on est, comme j'ai dit, on a aligné avec ces mesures-là. L'autre chose qu'on a fait, on a fait un peu une analyse aussi de nos projets proposés, des projets potentiels avec les axes dans le plan d'action et aussi avec les catégories qui étaient en lien avec le financement de ce projet-là. Donc, on a regardé quelques projets proposé et on a fait un peu l'analyse avec ça pour vraiment assurer qu'on est aligné, comme j'ai dit, avec le constat et les informations autour de nous sur les personnes proches aidantes. Donc, on a arrivé à notre programmation. Comme j'ai dit, on a transformé les données en action, en activité, dans une offre de service. Donc, pour le besoin d'information et de soutien aux personnes proches aidantes, on a pensé d'offrir des ateliers psychoéducatifs, les séminaires sur les maladies spécifiques parce qu'il y avait un manque d'information sur ça pour les proches aidants. On a aussi constaté qu'on a besoin de faire des reconnaissances des personnes proches aidantes qui sont en lien avec le plan d'action de la ministère aussi, de reconnaître des proches aidants et de planifier des activités autour de ça. Donc, on a planifié des activités autour de la semaine des personnes proches aidantes. Accès aux ressources, c'est un autre constat qu'on avait dans notre donnée. Et comment on va répondre à ça? On a pensé d'avoir comme un pivot ou une personne navigateur pour les personnes proches aidantes dans le centre Lethbridge. On a pensé aussi à un bouton. Jamie va parler un peu plus de ça. Expliquer que c'est quoi un bouton personnes proches aidants. On a pensé aussi comment on va répondre à le besoin de soutien ou de support et d'information des cliniciens. Ça a été un constat qu'on avait
dans les focus groups avec les intervenants. Et aussi élaborer et de faire du lien avec nos partenaires. On a pensé aussi à quelques activités qu'on peut faire dans ce domaine-là aussi. Donc, on avait comme normalement dans un projet assez large avec beaucoup d'initiatives et beaucoup des activités potentielles. On a fait un plan d'action et ça, c'est notre premier plan d'action. On a fait à peu près, on a vraiment été en lien avec ce plan, sauf qu'il y a quelques activités qu'on n'a pas réussi à faire encore, mais ils sont encore sur notre plan. Donc, maintenant, on passe à la section de la présentation. On parle quand même plus concrètement des activités que nous avons faites dans la dernière année. Donc, on commence un peu avec nos ateliers psycho-éducatifs pour les personnes proches aidantes. Donc, c'est des ateliers que nous avons développés ensemble qui sont de 5 à 6 sessions de 90 minutes. Ils sont gratuits, ils sont offerts. Nous avons des groupes en anglais, nous avons des groupes en français. Nous prenons entre 8 et 12 participants par groupe. Puis l'atelier aborde vraiment les différentes réalités auxquelles sont confrontées les personnes proches aidantes et leur propose des stratégies de gestion de stress, de développement de résilience, leur aide à trouver des supports, l'accès aux ressources, l'entraide puis le partage entre chacun d'entre eux aussi. Nous avons offert des sessions en virtuel, surtout au début, en hiver, le 2021, mais c'était virtuel, c'est sûr. On rêvait d'en faire un en personne un jour, puis nous avons enfin réussi cet automne d'en faire un en personne. Nous alternons entre en offrir une session le jour, puis offrir une session le soir. Offrir une session le soir, c'était vraiment important pour nous de rejoindre les personnes proches aidantes qui travaillent pendant le jour ou qui ont des horaires très chargés. C'est plus facile pour eux autres de venir en soirée. Il y a d'autres proches aidants que c'est plus facile pour eux autres de venir dans le jour, des personnes qui peut-être prennent soin de quelqu'un pendant le jour puis sont trop fatigués le soir. Donc, c'était vraiment important pour nous d'offrir et le jour et le soir et anglais et français. Donc, ça nous faisait qu'il y a une session pour tout le monde. Ensuite, on avait aussi mis en œuvre un outil d'enregistrement ou de référence pour les cours d'eau parce que on commençait à recevoir beaucoup de références, ça en faisait beaucoup à gérer avec les courriels. Donc, finalement, on a créé un outil où les cours d'eau peuvent directement aller dans un document, dans un groupe Teams, puis enregistrer la personne elle-même sans nécessairement avoir à passer par nous. Notre premier groupe, en février, on en avait 11 enregistrés, puis on a terminé avec 7 participants. En automne, c'était 11, on a terminé avec 6. Donc, on a à peu près une rétention de 50%, ce qui est typique pour des groupes en général. Puis, notre prochain groupe qui se retrouve hiver en anglais puis printemps pour le français, on a plus de 20 personnes d'enregistrées puis on continue à en recevoir. Donc, on voit avec le temps qu'on a un peu gagné de traction puis ça commence à être de plus en plus populaire. Puis, on voit aussi que les cours d'eau, ils commencent à se référer de façon systématique lors de leurs intakes avec les clients. Donc, ça c'est quelque chose qui a vraiment aidé avec les personnes qui étaient enregistrées. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose parce que les ateliers psychoéducatifs pour les personnes proches aidantes, on a été focusés sur les nouveaux proches aidants. Ça, c'est où est-ce qu'on a trouvé un écart et où est-ce que les données, les concepts à nous informer, c'est qu'il y a des proches aidants, des personnes proches qui se trouvent comme proches aidants avec cette population-là c'est un peu comme instantaneous, d'une journée à l'autre. Si on pense des personnes qui souffrent d'un AVC, ça peut arriver d'une journée à l'autre où est-ce que quelqu'un se trouve comme proche. Donc, c'est aussi répondre à le besoin des proches aidants qui nous dit qu'ils manquent d'informations. Ils se trouvent dans le parcours de proches aidants, des proches aidants, et ils n'ont pas des informations qu'ils ont besoin. Donc, on a vraiment mis un focus sur les nouveaux proches aidants. Donc, dans ces parcours de proches aidants. C'est juste à ajouter ça parce que... oui, non, c'est vrai.
Au début, oui, je l'ai manqué. Au début, on avait un grand focus sur les nouveaux proches aidants. Puis, à force de faire les groupes, on avait beaucoup de cordeaux qui nous arrivaient puis nous disaient, ben, cette madame-là, tu sais, ça fait 10 ans que son mari a le Parkinson's, est pas nouvelle, mais, tu sais, ça va moins bien ces temps-ci. Je pense que ça bénéficierait quand même beaucoup du groupe. Puis, dans ces cas-là, c'est sûr que, tu sais, on n'a jamais dit non à quelqu'un, là, à moins qu'on trouvait que le groupe était vraiment pas approprié, là. Mais en général, on a trouvé que c'était pas tout le temps un nouveau. Puis aussi, ce que nous autres, on considère nouveau, c'est peut-être pas ce que quelqu'un d'autre considère nouveau. Donc, c'était quand même une ligne directrice un peu relaxe, là, quand même. Mais oui, on a débuté avec cette idée-là en tête, absolument. Ça, c'est une photo de Zada qui faisait notre premier groupe en personne au Richardson, qui nous avait prêté leur gym pour le faire. Quelques thèmes que nous abordons, c'est l'introduction, la réadaptation, la communication avec leurs proches ou avec d'autres personnes dans leur vie en général, gestion du stress, planification des soins, leurs besoins à eux, les changements de leur rôle et des sentiments, l'assentiment de la culpabilité, ça c'était très populaire comme session. On les faisait faire on appelait ça des care maps, donc des maps de soins un peu. On parlait aussi d'enjeux financiers et légaux, entre autres. Donc, ça faisait vraiment des grosses sessions. Fait que, la première fois, on a fait 5 sessions pour nous trouver que c'était pas assez. Le feedback qu'on a reçu, c'est qu'on n'avait pas assez de temps pour leur laisser parler entre eux. Donc, on a mis 6 sessions dans le fond, puis les personnes en voulaient encore plus à la fin. Donc, on revisite à la fin de chaque groupe, on leur envoie un formulaire pour leur donner s'ils ont ils veulent des changements ou leur feedback là, en général. Fait qu'on regarde puis on fait des ajustements basés sur ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils trouvent bon, puis ce qu'ils trouvent moins bon. Fait que ça, c'est un peu nos ateliers. Ensuite, on a fait aussi des ateliers pour les intervenants. Donc, c'est des sessions d'éducation et des sessions d'information, c'est pas toujours la même chose. Donc, les sessions d'éducation étaient entre 45 et 60 minutes. C'est à peu près, au début, on visait 2 fois par année, mais là, on est rendu à 1 fois par année. Là. On espère 2. Mais à date, ça a juste été 1 fois par année en novembre. Donc, on vise un peu la semaine des proches aidants, le même mois de novembre. Donc, on fait ça un peu thématique, là. L'année passée, on avait fait l'identification d'une personne proche aidante en voie d'épuisement. Puis cette année, on avait fait le partage des ressources nouvelles ou autres, là, donc SharePoint et les autres initiatives et organisations syndicales. Les sessions d'information, c'était genre des mises à jour un peu plus périodiques du plan d'action où ce qu'on s'enlignait à ce à quoi pouvaient s'attendre les intervenants. Le centre, c'est un petit journal, fait qu'on mettait des petits blurbs dans le journal qui passent 4 fois par année, je crois. Puis aussi, on avait présenté aussi dans une journée scientifique du centre là, ou du CREER. Ensuite, l'autre projet, c'était, au début, quand on avait fait notre analyse de données, Zelda puis moi, on avait genre un rêve d'un bouton sur le site web du CIUS où les proches aidants pourraient peser sur le bouton sur le site web puis arriver à un site web avec plein de ressources, puis savoir où s'enligner, puis savoir comment faire répondre à leurs besoins. Mais on ne savait pas trop, c'était quand même un projet très, très large, très grand, puis très en hauteur là, dans le CIUS. Donc, on l'avait comme mis un peu de côté. Puis là, tout d'un coup, arrive Emmanuel Turcotte qui était chargé des projets proches aidants dans le CIUS au complet. Je m'excuse, Emmanuel, ton titre, je sais que c'est pas ça, mais c'est ce qui me vient en tête. Là. Elle est avec nous aujourd'hui. Puis elle, dans le fond, nous avons avec elle consulté sur un projet où ils ont créé une page web pour le CIUS pour les personnes proches aidantes. Donc, on a réussi à consulter avec ça et faire vivre notre réalité de bouton pour proches aidantes. Donc, on était très heureuse pour ça. Nous avons aussi consulté sur d'autres projets avec elle, dont le groupe SharePoint pour proches aidantes, une place où les cliniciens peuvent joindre puis avoir accès à plein de ressources, et plein d'autres choses. Emmanuel pourra en parler si vous avez d'autres questions. Là. Donc, on a pu vivre 2 de nos rêves de proche aidance à travers Emmanuel, puis on est très, très heureuse de travailler avec elle. Puis, c'est des projets très fructueux. On est très content avec comment c'est sorti. Ensuite, en dernier lieu, nous avons aussi la Semaine nationale des personnes proches aidantes que nous célébrons à chaque année en novembre. Donc, ça fait 2 ans de suite que nous célébrons quand même à petite échelle. Donc, c'est des gestes très concrets, mais qu'on est très heureux de poser. Donc, à chaque année, 2 ans de suite maintenant que nous avons une carte que nous avons fait faire, que les cliniciens peuvent
signer à l'intérieur de la carte et l'offrir à la famille, soit en personne, on peut même les poster pour eux s'ils veulent. Ensuite, pendant la semaine, à chaque jour, nous avions des fleurs et des chocolats à la disposition de tous les cliniciens pour pouvoir offrir une fleur à la personne proche aidante qui venait au centre avec la personne. Des fois, si le client venait ils n'étaient pas accompagnés, leurs proches, ben, on leur donnait, puis on leur disait, ben, offrez-leur quand vous arrivez à la maison. Il y avait une très grande participation des intervenants, puis on n'aurait pas pu le faire sans les intervenants qui, moi, ils étaient, on n'est pas assez de personnes pour pouvoir faire ça pour chaque client qui rentre. Donc, on est très heureux de leur participation. Ça fait 2 ans de suite qu'on le fait, puis on estime qu'il y a plus de 150 personnes proches aidantes qui ont reçu un geste très concret de notre part entre le Lethbridge et le Richardson, où ce qu'on avait été participé aussi cette année. Donc, on commence à élargir avec les années. Puis aussi, on a commencé à consulter avec d'autres équipes dans le CIUS pour leur dire comment on a fait, puis ils prennent un peu ce qu'ils veulent, puis créer quelque chose plus spécifique à leur établissement. Donc, on est très heureux de partager nos idées, puis de voir d'autres personnes faire des gestes pour la semaine des proches aidants. Jamie, est-ce que je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça parce que je me souviens... Baisse ton micro. Oui, excusez-moi. Juste un exemple où est-ce qu'on a partagé, comme Jamie a mentionné, avec des autres équipes de CIUS qui étaient inspirées un peu de nos activités pour cette reconnaissance. C'est les équipes de CHSLD qui on a partagé nos processus avec eux. Ils ont pris ce processus-là, ils adapté à leurs besoins, comme Jamie a dit. Et cette année, ils ont aussi fait une activité de reconnaissance pour les personnes proches aidantes dans leur centre des hébergements et c'était tellement apprécié. C'est un peu comme nous a fait aussi une carte de remerciement avec des ressources sur cette carte-là aussi, où est-ce que les proches pour trouver de soutien, mais aussi un petit bouton aussi où est-ce que ça vraiment, je peux vous dire que les proches ont été tellement appréciés de ces petites gestes de reconnaissance. Donc, on est très heureuse de partager ça avec les différentes équipes. Oui, puis maintenant, tu sais, les cliniciens sont quand même, ils savent qui on est, puis ils sont confortables de nous voir, puis leur donner leurs idées pour une amélioration. Par exemple, après la première année, on avait une clinicienne qui est venue nous voir, puis elle a dit, tu sais, je suis arrivée chez la personne avec la fleur, puis la carte, puis moi, j'avais l'impression qu'elle allait comme genre, tu sais, qu'elle allait pleurer, que ça allait être comme stressant pour elle de recevoir ce geste-là, puis je ne savais pas vers où l'orienter. Fait que là, suite à ce feedback-là, bien, cette année, on a rajouté des collants à l'intérieur des cartes qui donnent des ressources pour la personne pour appeler si jamais ils se retrouvent qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un. Donc ça, c'était une amélioration qu'on avait faite avec les années. Cette année, on avait reçu le feedback d'une de nos cliniciennes. Leur programme fonctionne un peu différemment. Ils n'ont pas autant de personnes qui viennent au centre physiquement. Donc, eux autres, l'année prochaine, ils pensent peut-être faire une carte virtuelle. Parce que oui, c'est fun des cartes en papier, mais des fois, quand tu as comme 150 clients, des cartes en papier, c'est un peu moins intéressant. Mais des fois, un petit courriel avec une carte virtuelle, ça pourrait être très intéressant. Donc, à force de les faire, les intervenants sont très généreux avec leur temps puis leurs idées. Puis, on est très gracieux envers ceci. Et je pense que c'est la force aussi d'engagement de début de projet avec les cliniciens et avec les différents intervenants et gestionnaires. Et je pense que cet engagement-là, ça nous aide à trouver des autres initiatives, de trouver des autres façons d'engager des personnes proches aidantes aussi. Mm-hmm. C'est un travail d'équipe. Ça nous amène un peu à notre conclusion puis nos prochaines étapes parce que le projet, évidemment, n'est pas fini. Donc, on aimerait ça continuer l'implémentation de notre plan d'action puis
le updater parce que là, on a quand même réussi plusieurs de ces projets, donc là, on va encore pousser un peu plus loin. On va aussi mettre en place un processus d'évaluation, ce qu'on nous n'avons pas encore fait. On aimerait aussi commencer à améliorer l'accès aux informations, avoir plus un focus sur les besoins de famille, des enfants, de la clientèle cible. On veut continuer les projets que nous avons déjà en cours. Donc là, ça commence à rouler un petit peu mieux. On a besoin d'y mettre un peu moins de temps. Donc là, on veut que ça continue, mais on peut mettre notre énergie à d'autres places. Puis, on veut aussi débuter les réflexions avec d'autres programmes dans le continuum. Donc, on parle de SAPA, de la réadaptation à la maison à travers les soins à la maison, les soins aigus, l'hôpital de réadaptation Richardson, etc. Donc, ça, c'est dans nos prochains plans. Finalement, on tient à remercier absolument les personnes proches aidantes, les cliniciens ici, nos chefs d'administration, Dana Benoit, Kate McClurg et Nancy Cox pour leur engagement, parce que ça a été vraiment clé. Si on n'avait pas des CAP puis des coordonnatrices qui tenaient absolument à ce projet autant que nous, ben, on n'aurait jamais réussi parce que ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Puis ça prend beaucoup de leur aide en termes de communication avec les autres cliniciens. Donc, leur dévouement était vraiment clé dans ce projet-là. Finalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Tapez dans le Outlook, puis ça devrait sortir. Sinon, vous prenez en note.